Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mardi 28 mai 2024, la librairie Ombre Blanche à Toulouse recevait l'auteur, membre de l'Oulipo, Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 pour son livre L'Anomalie. Il y présentait ce jour-là son nouveau roman paru chez Gallimard, Le nom sur le mur, autour de la figure du jeune maquisard André Schex, qui lui permet de questionner notre nature profonde, nos idéaux, nos engagements et ce désir d'appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bonjour Hervé Letellier, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on est là pour parler de votre dernier récit, votre dernier texte, qui s'appelle Le nom sur le mur, donc qui est paru en avril chez Gallimard, donc 4 ans après l'Anomalie, paru en 2020. Donc c'était un vrai plaisir pour nous, libraires, et j'imagine aussi pour vous, lecteurs et lectrices, de vous retrouver cette année. Donc on va rentrer dans le vif du sujet directement. Alors le nom sur le mur, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un double hasard. C'est le premier hasard, celui d'avoir découvert un nom gravé sur le mur d'une maison que vous veniez d'acheter. Et le deuxième hasard, c'est celui d'avoir constaté que le même nom figurait sur un monument aux morts. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, bonjour, merci beaucoup d'être là. Pardonnez-moi si je saute un moment pour la toux, mais vous voudrez rapidement comprendre pourquoi je le fais. Enfin, j'espère que non, mais sinon, ceci explique cela. Oui, j'avais acheté une maison en 2016, qui était une maison qui était censée remplir la vocation de maison natale, c'est-à-dire ce que j'explique au début du livre, c'est-à-dire me donner une filiation que je n'ai pas, dans une région que je connais un petit peu, mais pas trop, qui était la Drôme à l'époque, qui est toujours la Drôme, où j'avais des amis, où j'avais des sortes de fils ténus qui justifiaient que je puisse m'y installer. Un ami en particulier qui est Bernard Höfner, qui était un traducteur et qui a disparu, ce con, une semaine ou deux après que j'ai acheté la maison, quasiment que j'ai emménagé. Donc effectivement, lors du confinement, j'avais déjà repéré le nom sur le mur, mais en revenant de la boulangerie, ce commerce essentiel, comme on dit, j'avais pu constater qu'il y avait sur le monument aux morts qui se trouvait vraiment entre la maison et la boulangerie, je pense qu'il y a vraiment 20 mètres, il y avait le nom d'André Schex, avec des dates qui étaient 1924-1944. Et au début, ça m'a pas semblé, de manière immédiate, le sujet d'un livre. Il n'y avait pas de raison en soi de faire un livre sur André Schex. Et puis le temps passe. Et puis, comme tout auteur, je cherche à écrire un autre livre. Bien que j'ai commencé à en écrire un, puis un deuxième, et que le deuxième soit encore en cours, je me rends compte qu'André Schex est un sujet qui me permet de traiter et d'aborder des questions qui m'importent. Voilà, qui sont celles... c'est un jeune résistant qui meurt à 20 ans. Je me dis, a priori, que même tout simplement pour le maire et les gens du village, je peux essayer de rédiger un petit texte qui ferait un petit livre, vraiment un petit livre sur André Schex, pas plus que ça au départ. Et je commence à me renseigner, et là intervient vraiment le hasard, c'est-à-dire que je tombe sur des gens qui sont les gens de l'ANACRE, Association nationale anciens combattants en résistance, de la Drôme, à qui je parle d'André Schex, ça leur dit rien. Et puis ils ont une exposition d'hommage à la résistance, dans laquelle il y a des jeeps de l'armée américaine, une reconstitution de scènes du maquis, la diffusion des messages de Radio Londres, et au moins une trentaine, peut-être même plus que ça, une cinquantaine de petits cartels à 4, dans lesquels il y a des choses décrites avec des petites photos. Et sur un des cartels, il y a le nom d'André Schex qui m'avait valu de les contacter. Ils retrouvent à ce moment-là, dans leur fond, une petite boîte qui fait la moitié de ce livre en volume, un A5 épais de 2 cm, même pas, dans lequel, lorsque je l'ouvre, parce qu'il me la donne, il me la confie, je leur dis que je vais écrire un livre. J'ai eu le Goncourt pour l'Anomalie. Ça joue un rôle. C'est-à-dire que je suis un peu plus connu dans la Drôme. Je suis moins pour les gens du village, l'écrivain un peu branleur qui s'est installé dans la région avec voilà. Donc voilà, et d'un seul coup, je suis devenu un peu légitime, quoi. L'écrivain est quand même quelqu'un de relativement illégitime. Je raconterai une histoire, une anecdote si j'ai l'occasion sur Amos Oz, qui me semble tellement révélatrice de qui on est, quoi. Et donc
me sentant un petit peu illégitime et tout en étant auréolé du prix Goncourt, beaucoup de gens viennent à mon aide. Et donc ils retrouvent cette petite boîte, ils me la donnent, et moi je m'engage à faire un livre, ce qui était déjà le contrat de départ. Voilà. Et ils ajoutent qu'ils connaissent quelqu'un qui est la fille de la fiancée d'André Schex. Alors, quand ils me donnent la petite boîte, je ne sais pas qui est la fiancée d'André Schex, puisqu'évidemment, je n'ai pas ouvert la boîte. Voilà. Et donc, je dis oui, je dis bien sûr, je vais la rencontrer, et 2 jours après, je la rencontre, et elle me donne une deuxième enveloppe. Sa mère est morte 30 ans avant, et elle me tend une enveloppe qui est une enveloppe rouge dans laquelle il y a une quarantaine de photographies d'elle et André Schex, enfin de sa mère et André Schex. Il y a également dedans un petit carton illustré, coloré de fiançailles. Et je me retrouve finalement à la tête d'un petit trésor dans lequel j'ai bien une 60aine de photographies, dont des minuscules, hein, des choses minuscules. Sur la couverture, par exemple, cette photographie, dans sa version originelle, c'est une petite planche photo, une planche contact, qui doit faire 1 cm sur 2. Donc, vive l'intelligence artificielle. On l'a un peu améliorée. Vous savez, on a fait une sorte de défiltrage. Elle a été colorisée. On a accentué les colorisations pour donner l'idée que les pigments, enfin on s'est dit que les pigments en 50 ans, 80 ans presque, avaient disparu. Donc voilà. Et comme j'avais vraiment beaucoup de choses, comme j'explique dans l'ouvrage, j'avais à la fois des images photographiques, mais aussi des tracts pliés en 4, une page d'un livre plié en 4, un fume-cigarette, la carte d'identité, la carte de travail. J'avais tout, quoi. Mon projet, d'un seul coup, devenait précis, c'est-à-dire, quand on est auteur, on a plusieurs positions possibles en tant qu'auteur. On peut faire le récit de l'enquête. Bon, moi, c'est allé très vite, donc je n'allais pas faire un récit d'une enquête qui a pris 2 jours, voilà, sauf à faire tirer en longueur ou à raconter n'importe quoi. J'allais pas non plus faire de la fiction, parce que j'avais de quoi raconter une histoire vraie, dans toute sa vérité, tout simplement. C'est-à-dire les relations entre lui et sa fiancée, avec ses parents, lui et le maquis, etc. J'avais vraiment tout. Et le maquis Morvan, dans lequel il était rentré, est assez documenté. Donc j'avais aussi, pour travailler, ce qu'on peut appeler les sources historiques légitimes, qui sont celles soit des musées de la Résistance, soit du musée... comment s'appelle ce musée ? Bon, il y a un musée de la Résistance à Lyon, il y en a un deuxième dans la Drôme, à Nyons. Donc j'ai travaillé avec tout ça, plus des recherches qui étaient, disons, digressives. Le livre est très digressif. J'avais pas envie de faire autre chose qu'une réflexion à partir de ce dont je disposais. Et pour éviter quelque chose que je n'avais pas envie de faire, et sur lequel j'ai pas d'avis, hein, je ne suis pas du tout contre la fictionnalisation. Enfin, c'était possible de faire de André Schex un héros et de raconter n'importe quoi. J'ai pas eu envie de ça. Mais en revanche, j'avais envie de partir de ce qu'était sa vie dans les années 41, 42, 43, 44, jusqu'à sa mort à laquelle je m'arrête vraiment. Et d'imaginer ce qu'il a pu vivre, qu'est-ce qu'il a pu voir au cinéma, comment est-ce qu'on peut rentrer dans les maquis, comment est-ce que du côté opposé, chez les Allemands, on devient un jeune membre d'une Panzerdivision ou un jeune Waffen-SS. Qu'est-ce que c'est que la psychologie humaine qui fait qu'on peut être entraîné dans quelque chose qui est non seulement plus grand que nous, mais qui peut être ignoble, comme ça peut être généreux. Et enfin, j'avais aussi envie lorsque des choses qui me concernaient surgissaient dans la narration, dans ma narration intérieure, disons, je n'avais pas envie de passer à côté et de ne pas les mettre comme des évidences qu'on mettait devant les yeux. Voilà. Donc ça fait un livre qui est un livre dont je reconnais la bizarrerie. C'est-à-dire que c'est un livre à la fois qui est sur un jeune homme, sur l'époque qu'il traverse, et qui n'a pas voulu non plus ne pas se questionner sur les raisons pour lesquelles il s'engage. Qu'est-ce que c'est que cet engagement ? Qu'est-ce que c'est que les maquis ? Qu'est-ce que c'est que le nazisme ? Qu'est-ce que c'est que les reliquats du nazisme et du fascisme aujourd'hui ? Tout ceci faisait un livre tout à fait, pour moi, honorable par rapport au projet que j'avais donné, donc, une fois de plus, à ces gens qui m'avaient confié beaucoup de documents. Parce que il y a une forme d'engagement qui est celle au moins de respecter ce qui a été contractuellement, un peu moralement même, fixé entre ce que j'avais moi dit de mon projet et les raisons pour lesquelles les différentes personnes m'avaient confié les documents qu'ils m'avaient confiés. Bon, avec le recul et avec maintenant l'édition du livre, les discussions avec eux, je vois que j'ai honoré ce contrat. Et pour moi, c'était important. Et donc, parlons un peu d'André Schex, peut-être nous raconter rapidement. Donc, je ne sais pas si, je pense que vous ne le saviez pas, mais il est né il y a 100 ans jour pour jour, jeudi dernier. Le hasard fait bien les choses.
C'est aussi pour ça que le livre est paru. Hein. C'est aussi, oui, j'imagine. Donc c'est un hasard très contrôlé, quoi. Il est mort à 20 ans, donc. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le... Enfin, d'où il vient? Il parlait peut-être de sa compagne aussi, Bien qui est sûr. un personnage, si j'ose dire, quand même central du livre. Oui, oui. Alors, comme je ne le savais pas, c'est le fils du boulanger. Voilà. La boulangerie donc, dont je revenais tous les jours avec mes croissants. En revenant donc de cette boulangerie, j'ai compris qu'il avait habité là. Voilà. Donc c'est le fils du boulanger. Lorsqu'il a 17-18 ans, il est encore l'apprenti de son père. Et puis à l'âge de 17-18 ans aussi, il va décider de devenir céramiste. Donc il devient apprenti céramiste. Là aussi, je fais attention aux dates. Donc je vois que le jour où est signé, le fait qu'il devient apprenti, c'est les 53 ans d'Hitler. Voilà. Et bon, c'est le même jour. Donc ça permet de... Enfin, les dates doivent jamais être uniquement déposées sans qu'on les rattache à l'histoire, quoi. Et donc pour la petite histoire, il rentre dans l'atelier de céramique de Dieulefit, alors que lui-même est à Montjoux, parce que moi je suis à Montjoux, c'est à 6 km, mais c'est très près en voiture, en vélo, tout ce qu'on veut. Il rentre pour faire de la céramique. J'apprends aussi qu'il rentre dans le maquis à cause du STO, le service du travail obligatoire, qui fait que dans les années 43, à partir de 43, les jeunes gens, sur ordre de Laval, participent soit à la reconstruction de l'Allemagne, soit à la construction des chantiers de l'Atlantique, qui sont destinés à empêcher l'invasion anglo-américaine et un peu française dans cette région de la côte normande et également de la côte Biarritz, etc. Donc voilà, je connais tout ça de lui et j'apprends également que sa fiancée, Simone Régnier, est la fille de Célestin Régnier. Là aussi, tout va assez vite. Hein. Aujourd'hui, les recherches, il ne faut pas surestimer le travail d'enquête. Non pas pour... Il y en a qui font ça très bien. Hein. Je pense à des copains, Grégoire Rouillet, Philippe Génada, ils font des enquêtes de fous. Moi, j'ai eu de la chance, quoi. Philippe m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance. Il l'a dit autrement, mais enfin bon. Voilà. Une fois que j'avais cette vie tout à fait précise de ce garçon, avec y compris des choses étonnantes comme les lettres qu'il envoyait à ses parents qui étaient présentes dans les documents, j'ai eu aussi beaucoup de choses sur Simone Régnier, par sa fille d'abord, parce que sa mère parlait beaucoup de son fiancé, surtout après la mort de son mari, plus facilement sans doute. Quand on voyait l'histoire de cette femme, on comprenait très vite ce qui s'était passé. Je trouvais ça très touchant. Elle perd son fiancé à 20 ans, elle tombe enceinte à 21 ans et demi. Bon, dans des circonstances qu'on peut imaginer, voilà, on a le droit de vivre, toi. On a 20 ans, quoi. Elle n'a qu'une enfant, voilà. Elle n'a qu'une enfant, donc c'est pas tout à fait l'enfant du grand amour, mais en tout cas, elle garde cet enfant, elle épouse l'homme dont elle est enceinte, et 40 ans après ce mariage, elle tend une enveloppe que sa fille va garder indéfiniment. On peut dire indéfiniment, parce que quand on a 30 ans après la mort de sa mère une enveloppe, c'est dingue, en fait. Donc j'avais beaucoup d'éléments qui étaient justement de l'ordre du vécu. Sur le dos des photographies, j'avais des petits mots écrits à la main, soit de André vers Simone, soit de Simone vers André, donc j'ai utilisé tout ça. J'avais de quoi faire vraiment un livre beaucoup plus photographique que ça, mais je voulais pas non plus faire une soirée diapo, donc j'ai fait des lectures à la Maison de la Poésie, j'ai mis plus de documents que ce que j'avais là, mais je pense que là j'étais raisonnablement dans un rapport texte-image, comme on dit, qui était, par rapport au projet que je m'étais mis en tête de mener à bien, tout à fait dans cette logique-là. Et en plus, j'ai décidé d'une chose que je n'avais pas envisagée au départ, c'était d'ajouter d'autres images que je n'avais pas, mais qui étaient, illustratrices, quoi, pour dire le moins, de la période, c'est-à-dire les photographies de type affiche nazie, en l'occurrence vichiste, qui sont celles de l'appel au STO, qui justifie... l'affiche me paraît justifiée parce que je sais qu'elle est collée à Dieulefit, que forcément André Chaix la voit, et qui rentre dans le maquis, donc mettre l'affiche, c'est intéressant. Je mets l'affiche du Titanic aussi, film qu'il ne verra jamais, mais qui me paraît tellement symbolique de le Titanic allemand, le Titanic de Goebbels, qui me paraît tellement symbolique du fascisme, en fait, et de la manière dont la violence s'exprime, y compris à travers la culture, le contraire des Enfants du Paradis ou des Visiteurs du Soir, quoi. Et puis, je parle de quelques films qui sont diffusés à Dieulefit, parce que là aussi, j'ai de la chance, c'est-à-dire que quand j'appelle le CNC, ils me disent il est dans quel état le cinéma? Je dis il est détruit. Ah, il est détruit. Ouais, bon. Il y en a un nouveau, mais c'est un cinéma qui est animé par une association bénévole catholique, qui était d'origine catholique au début. Il y a deux communautés, hein, une protestante, une catholique. Donc le Labor a été dirigé par une communauté un peu catholique au départ. Ça n'a plus aucun sens maintenant, mais enfin c'est historiquement ça. Et le cinéma L'Éden, lui, était un cinéma privé
qui fonctionnait extrêmement bien et qui était tenu par un vieux monsieur dont j'ai essayé de retrouver la trace, mais bon, lui, évidemment, il est mort. Et sa fille se trouve en Argentine. J'ai cherché pendant 2 semaines à travers toute une série de biais, mais impossible de retrouver une femme en Argentine qui aurait sans doute 80 ans et qui aurait peut-être pas les documents que je souhaite sur le cinéma que tenait son père à Diolfi. Donc j'ai abandonné. Mais le CNC, qui sont très gentils, m'ont rappelé également pour me dire qu'ils avaient retrouvé le cinéma. Là aussi, merci le concours, parce que tout le monde me rappelle pour me dire qu'ils ont retrouvé les trucs. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé tout le problème du cinéma. Je fais super. Et puis finalement, je n'ai que la moitié à peu près. Mais ça fait 60 films quand même. 60 films avec les dates. Et donc on peut très facilement retrouver les films. Franchement, il y en a 3 sur 4 dont j'ai jamais entendu parler. C'est normal. Il y a 400 films qui sortent en 44. Donc ça fait beaucoup de films. Et 80% sont français. Donc il y a de tout, quoi. Il y a des petits films, des grands films. Nous, on se souvient des grands. Mais il y en a quand même des formidables parmi les grands. Je sais que André Schex a des permes. Je ne savais pas que Maquisard avait des permissions. Je trouve ça génial. Donc, j'apprends qu'il va au cinéma. Et donc, voilà. Et puis, il y a plein de choses qui m'arrivent comme ça. Et je n'ai jamais envie d'arrêter la digression. Oui. Alors, justement, moi, j'avais une question au sujet de ces digressions. Un sentiment de lecture. J'ai eu l'impression, donc vous l'avez dit, le livre se termine avec la mort d'André Schex. Moi, j'ai vu un petit peu ces digressions, mais encore une fois, c'est très personnel, je dis peut-être une bêtise, mais je les ai vues comme une manière pour vous peut-être de retarder le plus possible le moment où André Schex allait mourir. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté, en tout cas, de ne pas le quitter. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, les digressions que je fais, pour moi, elles ont du sens. Par exemple, quand je fais un long passage sur Diolfi, ça se passe à Diolfi, qui est une ville de Drôme, qui a une caractéristique, c'est d'être une ville, entre guillemets, juste. La ville a 3000 habitants, et en 42, 43, 44, il y a 4500 habitants. C'est-à-dire qu'une personne sur 2, c'est soit un réfugié espagnol, un artiste, un juif, quelqu'un qui fuit parce qu'il est communiste, voilà. Donc la ville, c'est une sorte de vivier intellectuel aussi. Hein. À un moment donné, il y a Simone Lefébure, qui est une pianiste très connue de l'époque, même Roger Paul Droit, qui connaît bien l'endroit aussi, qui définit comme le capital intellectuel de la France. C'est assez bizarre de lire ça, mais c'est vrai que dans cette ville, et pendant 2-3 ans, pendant 4 ans même, va vivre, par exemple, Henri-Pierre Rocher, enfin, il s'appelle Henri Rocher à l'époque, il n'a pas encore pris le pseudo d'Henri-Pierre Rocher, qui est l'auteur de Jules et Jim, et qui est l'auteur aussi de Les Deux Anglaises et le Continent, 2 films de Truffaut que j'aime beaucoup, j'aime énormément Truffaut, il faut dire. Et il commence à écrire Jules et Jim à Diolfi. Voilà. On me dit en plus que André Schex fume la pipe, qu'il fume la pipe, et je vois une photo où il fume la pipe, on la voit derrière dedans. Et la pipe qu'il fume m'étonne, et c'est la même pipe que fume Henri-Pierre Rocher sur une photographie de Man Ray qui est prise en 32-33. Alors Henri-Pierre Rocher, il n'est pas du tout connu, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, vraiment, il n'est pas connu. À part pour avoir écrit Les Deux Anglaises et le Continent et Jules et Jim, mais c'est un type qui traverse le siècle, c'est absolument dingue. C'est un des meilleurs copains de Picasso, il connaît Aragon, il connaît Soupeau, il connaît tous les surréalistes, il connaît Pierre-Emmanuel, il connaît Pierre Segers, mais il connaît tout le monde. Et il n'écrit pas parce qu'il est entouré de tels écrivains qui se disent « moi je ne peux pas écrire ». Voilà. Il peint aussi pas mal, mais bon, ses copains, c'est Braque et Picasso, ça l'éteint un petit peu, il se dit « non, je ne vais pas peindre ». Voilà. Donc finalement, il ne fait pas grand-chose. Et à 61 ans, 62 ans, il est à Diolfi. Il perd un de ses meilleurs copains, qui est Franz Hessel, qui est le père de Stéphane Hessel. Il décide d'écrire son amitié avec Franz Hessel, leur amour commun pour la même fille qui est Hélène Grund, et il recueille à ce moment-là aussi Stéphane Hessel, qui a à l'époque 8-9 ans, voilà, dont le père est mort, et il devient finalement une sorte de figure de Diolfi. Et il fait venir tout le monde, enfin tous ses copains viennent là-bas. Voilà. Donc je digresse, puis en même temps j'apprends que en plus, il apprend la boxe à tous les élèves qu'il a à Beauvallon, qui est l'école où il y a plein d'enfants juifs qui sont cachés. Et à Beauvallon, je découvre qu'il tient un cours de boxe qu'il ouvre à tous ceux qui veulent apprendre la boxe. Par la cousine de André Schex, qui a 95 ans, j'apprends qu'il faisait de la boxe. Statistiquement, ville de 3000 habitants, un club de boxe, bon, s'il n'a pas boxé avec André Schex, c'est pas possible, quoi. Donc ils se sont battus, ils ont fait de la boxe ensemble. Je trouve ça génial, quoi. Et idem pour les frères Jacques, le grand frère Jacques qui porte un plastron rouge et qui s'appelle François Soubéran. Il est de Montjoux-la-Payette, 300 habitants. Ils ont 50 différences. Ils sont tous les deux dans le maquis ensemble.
Donc statistiquement, impossible qu'ils ne se connaissent pas. Donc j'imagine aussi, je prolonge un fil, quoi, qui est de dire, moi, s'il n'était pas mort en août 44, peut-être qu'il serait remonté, comme est remonté François Soubeyran, à Paris, et peut-être qu'il serait resté à Paris pour faire, non pas de l'équilibrisme sur un cheval, mais chanter avec François Soubeyran dans Les Futurs Frères Jacques. C'est des fils qui sont ténus, mais que je poursuis parce que ça donne une ambiance de l'époque, et ça me rattache mon petit André Schex à toute sa vie autour de lui, quoi. Et je trouve ça touchant. C'est une position que j'ai trouvée extrêmement juste dans le livre, comment vous placez par rapport au fait d'imaginer et ne pas inventer. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez la différence. D'ailleurs, à un moment, vous le dites, au sujet de Henri-Pierre Rocher, vous dites « L'idée est troublante, romanesque même, mais faut-il y céder ?» On a le sentiment que vous n'y cédez jamais, non ? Bah si, en fait. J'ai écrit « Faut-il y céder ?» pour m'autoriser à le faire. Oui, mais vous apparaissez toujours comme vous posant la question. Oui, bien sûr, aucun moment parce que vous je ne n'ai pas la permettez certitude. Je n'ai pas la certitude. Comme je vous dis, j'ai un fil qui est quand même un gros câble, qui est un mec qui fait de la boxe et un prof de boxe dans un village de 3000 habitants. C'est peu probable qu'ils ne se soient pas croisés, quoi. Après, je n'en sais rien parce que je n'ai pas les archives du club de boxe, quoi. Mais c'est éminemment probable. Pascal Horry, qui m'a aidé, qui est historien, qui est monsieur de l'Académie française. Heureusement que c'est pas filmé parce que comme ça on voit pas ma grimace. Maintenant on le sait. Maintenant on le sait. Voilà. Donc Pascal, qui est membre des Amis de Beauvallon, qui est l'école où se trouve donc Henri-Pierre Rocher, a enseigné à la fois l'anglais, la gymnastique, le violon, je crois, et la boxe. C'est très divers. Prof de violon et de boxe, ça le fait sur une carte de visite. Et à des jeunes enfants et des adolescents, me semble tout à fait donc un candidat de compagnie pour André Schex. Donc mon idée, c'est de prendre des fils vraiment et de les tirer dès que c'est possible. Et là, j'avais aucune difficulté, idem pour François Soubeyran. Et vous avez raison, je dis chaque fois, est-ce qu'on peut l'imaginer ? Oui. Et en même temps, le fait de me l'autoriser par la question rend la chose à la fois légitime et plausible. Voilà. Mais j'y crois vraiment, je pense très sincèrement, si on me pose la question, est-ce que je le crois ? Oui, je pense qu'ils ont fait de la boxe ensemble. Est-ce qu'ils ont pris des cafés ensemble ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a qui a 18 ans, hein, l'autre qui en a 61. Donc il y a une différence d'âge qui fait qu'à l'époque, c'est pas on fraternise pas si simplement, quoi. Il y a une vraie barrière. En plus, c'est Monsieur Henri Rocher, quoi. C'est quelqu'un dans le village, quoi. Il a une prestance étonnante. Il faut savoir que Pierre-Emmanuel, c'est le fondateur de la revue Esprit, que Pierre Segers, c'est Pierre Segers, quoi. Moi, j'ai publié mon premier bouquin chez Segers. Je connais la vie de Segers par cœur, c'est très intéressant. Et autour de lui, il y a Aragon qui va passer, Elsa Triolet qui vont passer. Donc, il connaît tout le monde. C'est une figure, quoi. Donc, je ne pense pas que les gamins de 17-18 ans aient osé faire autre chose que boxer avec lui. Mais enfin, c'est touchant. Et donc, à chaque fois, oui, je tire des fils et je me dis que c'est possible. Même, par exemple, je retrouve Emmerich Blaschko. Alors, Emmerich Blaschko, c'est un Allemand qui meurt à 19 ans, hein, qui est membre de la 11e Panzerdivision. Donc il est dans la 11e Panzerdivision, et je vois qu'il meurt à Colmar. Voilà. La 11e Panzerdivision, c'est celle qui remonte le long du Rhône, et c'est avec cette 11e Panzerdivision que va combattre le maquis Morvan. Le maquis Morvan, et donc le convoi dans lequel se trouve André Schex, dans son camion qui s'appelle l'Espoir, se fait mitrailler par une automitrailleuse de la 11e Panzerdivision. Et je retrouve un jeune homme qui est allemand et qui est sur les automitrailleuses. Il n'y en a que 4 des automitrailleuses. Donc voilà, ça fait une chance sur 4 que ça soit lui qui ait tué André Schex. Et c'est toujours intéressant, lorsqu'on n'a pas tous les éléments, de dire qu'on ne les a pas, mais de suggérer la potentialité de la chose. J'aime beaucoup le terme de potentialité, c'est pour ça que je le reprends aussi un peu plus tard, sur les questions d'expérience sociale, ce que dit Pierre Bayard dans un livre qui s'appelle « Aurais-je été résistant au bourreau ?», que je reprends en partie, parce que je trouve que les questions qu'il y pose sont des bonnes questions, et je consacre donc un chapitre aux expériences sociales, parce que je me demande comment est-ce que Emmerich Blaschko est devenu à 19 ans un porteur d'armes d'un régime auquel sans doute il ne comprenait rien, et je ne suis même pas certain qu'il était au courant des exterminations qui avaient lieu sur le front de l'Est. Quoique je pense que si, mais bon. Hervé Letellier, auteur de Le nom sur le mur aux éditions Gallimard, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 28 mai 2024.
Alors sans parler de l'origine du mal, en tout cas vous tentez de savoir qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait de nous des héros ou des bourreaux. Alors on va parler de ces expériences sociales, mais en quoi ça vous a semblé nécessaire de rappeler, parce qu'on comprend, moi c'est comme ça que je l'ai compris, que les nazis, les bourreaux n'étaient pas faits d'un bois différent d'une autre, c'était des êtres humains comme nous, qui à un moment ont fait des choix, ou que la vie a fait qu'ils ont fait des choix. Ça vous le rappelez sans cesse, que la différence n'est pas si évidente? Non, je pense que la différence est ténue. Donc je reviens à la personnalité potentielle, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Dans le livre de Pierre Bayard, donc, Pierre évoque la possibilité de se projeter lui-même. Il se place dans ce livre à la naissance de son propre père, en 1920. Et il se dit, qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de mon père, en sachant qui je suis, est-ce que je me serais engagé, est-ce que je serais devenu un résistant ou pas. Donc, d'où le titre du livre, qui est très explicite. Et il développe une idée qui est une idée que je trouve intelligente, vraiment, qui est celle de personnalité potentielle, c'est-à-dire que nous avons en nous des potentialités qui peuvent s'exprimer, mais qui vont dans tous les sens à la fois. Et évidemment, je pense aussi au film de Louis Malle, Lacombe Lucien, au scénario qui est évidemment celui de Patrick Modiano. Et je ne peux pas penser à Patrick Modiano, parce que tout le monde me dit, mais c'est une sorte de Dora Bruder illustré. C'est pas du tout juste, à mon avis, ça ne fonctionne pas du tout pareil. C'est assez différent, mais il y a aussi ce travail sur une inconnue, puis effectivement, on travaille à développer une sorte d'enquête. Mais ce que développe donc dans Lacombe Lucien Modiano, c'est cette idée qu'un jeune homme, il a des potentialités plus fortes pour devenir quand même fasciste que pour devenir résistant. Et si vous vous souvenez de Lacombe Lucien, il a des éléments un peu psychopathiques. Il torture les chats quand il est enfant. Je vois mal Dédé, comme dirait sa fiancée, torturer les chats, quoi. Il devait tuer le cochon, mais je vois pas. Voilà, dans la région, c'est un truc assez classique. Je ne vois pas y prendre du plaisir. Et voilà. Donc, la notion des potentialités qui s'ouvrent à nous à l'occasion de différents événements historiques ou personnels, c'est quelque chose qui est fondateur. Peut-être que, par exemple, il prend plus de risques parce qu'il a quelque chose à prouver par rapport à sa fiancée qui vient de perdre son père. Et donc, il s'engage encore plus parce qu'elle a perdu son père et qu'il ne peut pas déchoir par rapport à l'image paternelle qu'elle a déjà en tête, qu'il a un homme qui a été emporté par les nazis dans une prison qui est Montluc et dont elle ne sait rien, puisqu'ils vont découvrir son corps un an plus tard. Voilà. Donc il y a toute une série d'éléments qui se déroulent dans la vie, dans nos vies, qui font qu'à un moment donné, on peut devenir, j'invente rien, c'est sartrien à mort, un héros ou un salaud, avec toutes les gammes de grilles qui existent entre le héros et le salaud. Et aussi les grilles de lecture de ce que c'est que l'héroïsme. Parce que du côté nazi, il y a aussi une vision héroïque. Chez les SS, certains se vivent comme des héros de la race aryenne. Donc cette grille de lecture du monde, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre les nazis au sérieux. Ils ont une grille de lecture du monde dans laquelle il y a la race aryenne, et puis en dessous, il y a toutes les autres. Et cette grille de lecture, il faut l'avoir pour comprendre ce que c'est qu'un nazi. Alors j'ai relu beaucoup de livres pour écrire ce livre, mais un peu en dilettante et sans la volonté d'essayer de l'utiliser. Mais j'avais lu beaucoup de bouquins de Johann Chapoutot. J'aime bien ce que fait Chapoutot. Il vient de faire une biographie de Hitler à deux avec, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Et Johann Chapoutot avait écrit un livre que j'ai lu, que j'ai dévoré même, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, qui s'appelle « Vivre et penser en Asie ». Il s'est plongé en fait dans cette atmosphère du nazisme pour essayer d'imaginer comment est-ce que des gens pouvaient devenir des monstres en si peu de temps. C'est une bonne question. Et c'est pour ça que je ne peux pas passer à côté, parce que dès qu'on s'interroge sur ce que c'est que l'engagement, il faut s'interroger sur ce que c'est que l'individu, vraiment l'individu. Comment est-ce qu'on fait face à différentes situations? Et donc moi je questionne 3 questions dans un chapitre qui me fascinent. La première question, c'est comment est-ce qu'on se soumet à l'autorité? La deuxième, alors ça c'est l'expérience de Milgram que vous connaissez tous, hein, où un sujet balance des coups d'électricité à un autre sous l'autorité d'une figure scientifique qui porte une blouse blanche et qui lui dit « vous pouvez y aller, hein, de 400 volts, c'est pas grave ». Voilà. La deuxième, c'est la question de phénomènes de groupe dans lesquels la violence d'un individu dans un groupe est supérieure à celle de l'individu sans le groupe. Donc comment le groupe peut entraîner les gens à commettre des actes qu'ils ne commettraient jamais tout seuls. Et je ne pense pas qu'effectivement les membres du 101e bataillon de police de Hambourg qui vont aller jeter des bébés sur des baïonnettes, je ne pense pas que
sans le nazisme, sans la cohésion du groupe, ils auraient eu ces idées-là, quoi. Ou l'idée de tuer un bébé avec sa mère avec une seule balle, jamais individuellement ils l'auraient fait. Voilà. Et enfin, je m'intéresse à une troisième question qui est celle de la docilité sociale, de l'apprentissage de la docilité et du conformisme. Et je prends une troisième expérience que je trouve fascinante. Oui, alors donc pour la deuxième expérience, j'ai repensé à l'expérience de la vague, que vous connaissez tous, hein, enfin peut-être, hein. C'est un film, c'est un documentaire, c'est une série Netflix. Ce sont ces jeunes gens dans une classe aux États-Unis en 1967, qui, en quelques temps, très peu de temps, deviennent fachos. Et leur prof, qui s'appelle Ron Jones, les entraîne à faire le salut nazi, mais ils ne se rendent pas compte que c'est le salut nazi. Ils appellent ça la troisième vague, parce qu'il leur a dit que la troisième vague est plus puissante que toutes les autres. Il n'y a pas d'idéologie derrière, il n'y a rien. Il y a juste le groupe. Et pour le groupe, ils font n'importe quoi. Ils sont prêts à soumettre les autres classes, ils sont prêts à se battre, n'importe quoi. Et j'ai eu la chance, là aussi j'ai eu de la chance, j'ai appelé un type aux États-Unis qui était un membre de cette classe. Je suis tombé sur lui tout de suite. Je dis, dans l'heure. J'envoie un mail au site en disant bonjour, je suis un écrivain, je travaille sur ça. Je lui envoie ma fiche Wikipédia en anglais, histoire que le mec me réponde plus vite. Et puis le mec me rappelle au bout d'une demi-heure en me disant qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci ? Parce que c'est vrai qu'il était super tard. Vous avez de la chance. Non, mais j'ai de la chance. Le mec, il était 10h du soir pour lui, et pour moi, il était 4h du matin. Donc le mec, il se marre parce que je suis un mec qui est debout à 4h du matin, et donc il m'appelle, et je l'ai au téléphone, et on discute. Et donc j'ai toute l'histoire par lui de la troisième vague. Et puis la dernière expérience, c'est celle que j'avais vue une fois, qui m'avait fasciné, qui était celle de l'apprentissage du conformisme social, et qui est totalement terrifiante, en fait. La plus effrayante, moi je trouve. C'est la plus effrayante, ouais. Alors qu'elle est toute bête, hein. C'est une petite salle d'attente. Il y a 6 comédiens, et quand il y a une sonnerie qui retentit, les 6 comédiens se lèvent et ils s'asseyent. C'est vraiment l'acte minimum. Une sonnerie retentit, on ne sait pas pourquoi elle retentit, ils se lèvent et ils s'asseyent. Arrive une nana qui, elle, le sujet de l'expérience. Elle ne sait pas du tout ce qui l'attend, elle vient pour passer un examen ophtalmo gratuit. Elle n'aura jamais son examen d'ophtalmo gratuit, mais en revanche, elle va participer à l'expérience. Elle voit les mecs, hommes et femmes, qui se lèvent et qui s'asseyent. Et au bout de 2-3 fois, bien qu'on ne lui ait pas expliqué pourquoi, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de justification, elle commence à se lever, à s'asseoir avec tout le monde. Au bout d'un moment, elle se lève, elle s'asseye, elle suit le mouvement. Ils s'en vont les uns après les autres, elle reste toute seule. Ça continue à sonner, elle se lève, elle s'assoit. Arrivent des gens qui, eux aussi, sont sujets de l'expérience et qui ont reçu comme ordre de venir passer un examen gratuit d'ophtalmologie et qui arrivent échelonnés toutes les 10 minutes. Et on les laisse s'installer et elle va leur apprendre à se lever, à s'asseoir, sans rien dire, hein. Elle fait que se lever et s'asseoir. Ils la voient le faire, ils font comme elle, quoi. Et au bout d'un moment, il y a 6 personnes dans la salle qui sont tous des cobayes, qui se lèvent et qui s'asseyent. On leur a jamais dit pourquoi. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de logique. Et voilà, c'est nous. Ça fait très peur. J'ai eu envie de la mettre parce que je trouve que le conformisme social, c'est ce qui peut nous emmener le plus loin possible dans l'absurdité. Et comme parallèlement à ça, il y a l'obéissance à l'autorité plus la force du groupe, eh ben, ça fait de nous assez facilement des nazis. Donc j'ai pas eu envie de passer à côté, j'ai fait un chapitre consacré à ça, parce que c'est une question qui, moi, m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Et je me dis que si ça m'intéresse, je peux intéresser mon lecteur. Voilà. Parce que là, vous allez plus loin, il n'est plus question de potentialité dans mes souvenirs, vous parlez de spontanéité. Est-ce qu'on est spontanément fasciste ? C'est ça la question que vous vous posez. Oui, à laquelle oui. vous n'avez pas de réponse, a priori. Non, j'ai pas de réponse. Je reprends une phrase de l'Espoir de Malraux. Alors, l'Espoir de Malraux, c'est aussi le nom du camion, donc ça tombe bien. Le camion d'André Schex, c'est ça ? Oui, c'est le camion d'André Schex dans lequel il se trouve embarqué. Donc, je me demande même s'il ne l'a pas appelé ce camion l'Espoir à cause de ça. Ce livre est un livre qui parle de la Révolution espagnole. C'est un livre qu'a écrit Malraux avant la guerre. Et la chose qu'écrit Malraux, c'est un homme intelligent pessimiste deviendra fasciste s'il n'a pas des fidélités, s'il n'a pas en lui profondément inscrite des fidélités. Donc moi, je m'interroge sur ce que c'est qu'une fidélité. À quoi on est fidèle ? Voilà. À quoi on rattache son existence, qui est une existence solitaire, si on veut conserver une certaine dignité humaine et un certain rapport aux autres fraternel. Et l'idée de Malraux, qui est magnifique, c'est la fraternité. En tout cas, c'est la fidélité. Et la fidélité à quoi ? Alors pour Malraux, c'est clair, c'est ce qui a marqué sur les mairies, c'est liberté, égalité, fraternité, mais c'est plus compliqué que ça, parce que ça se passe en Espagne, donc la question de liberté, égalité, fraternité, c'est pas vraiment ce qu'il y a sur les mairies espagnoles, mais
C'est en tout cas la question de la fidélité à un groupe, voilà. Mais, une fois de plus, la fidélité à un groupe, ça peut être un mauvais groupe. C'est des bonnes questions, enfin. Et on ne peut pas ne pas se les poser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à l'écrire, il y avait déjà la guerre en Ukraine, mais enfin, la guerre en Ukraine est très compliquée, on va pas rentrer sur ce terrain. Et puis il y a eu d'un seul coup le 7 octobre, avec le Hamas, les massacres du Hamas, ensuite l'offensive israélienne sur Gaza, les crimes de guerre qu'on connaît, voilà. Et puis la manière où les gens se sont orientés selon leur propre fidélité, justement. Et là aussi, sans sens de la nuance, sans capacité à comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le début de la 8e saison d'un truc qui dure depuis quand même 48. Donc c'est pas si simple que de dire c'est eux qui ont commencé Bon, voilà. Quelle que soit l'horreur de la chose, ça vient pas de nulle part, quoi. Ces questionnements me paraissaient importants et j'avais pas envie de les passer à côté. D'une certaine manière, un copain m'a dit quand même, ça tombe vraiment bien ce bouquin qui tombe maintenant. Ce qui tombe maintenant, c'était le centenaire d'André Schex. Alors après, il se trouve qu'en plus, 100 moins 20, ça fait 80, donc ça tombe effectivement pour les 80 ans de la libération de Valréas, de Paris, etc. Donc je suis très content de cette coïncidence, parce que ça permet que le livre, il ait un écho plus grand et que le nom d'André Schex soit moins oublié. Mais simultanément, la question du fascisme, elle n'a pas disparu, quoi. Et j'étais en train d'écrire un des chapitres consacrés au nazisme lorsqu'il y a eu la manifestation contre l'antisémitisme, par exemple. Cette manifestation contre l'antisémitisme à Paris, dans laquelle on a laissé défiler le Front National, moi, ça m'a un peu choqué. Comme ils disent les jeunes, moi, ça m'a un peu choqué. Comme j'étais en train de raconter l'histoire de ma découverte vraiment du fascisme à travers le bouquin de Primo Levi, Si c'est un homme en 72, je l'ai rattaché à la fondation du Front National le même jour. Voilà. C'est un peu triché parce que je pense que j'ai lu le bouquin de Primo Levi en octobre, novembre, décembre, et que le Front National est fondé en octobre. Je sais plus. Enfin, je les ai rassemblés en un seul point parce que je trouvais que c'était symboliquement intéressant. Et là, je me suis fait 2 paragraphes un peu énervés, voilà, que je regrette pas du tout, qui est la liste des fondateurs anciens nazis du Front National. Et puis ça pose la question du pardon, de l'oubli, de l'amnistie, du narratif national, enfin du récit national sur la résistance, de la volonté dans les années 50 de refaire une France qui n'est plus divisée sur les lignes ai-je été résistant, n'ai-je pas été résistant, enfin de reconstruire la France avec toutes ses composantes, y compris les collabos. Voilà. Bon, c'est une bonne question. Je n'avais pas la prétention de la résoudre en un livre, mais on peut néanmoins la poser. Puis j'ai découvert des trucs que je ne savais pas, donc je le mets. Voilà. Par exemple, je ne savais pas que à Oradour-sur-Glane, les membres des familles des victimes avaient refusé le moindre argent de l'État pour le monument aux morts, parce que l'État avait absous tous les criminels d'Oradour-sur-Glane et que personne n'a jamais été condamné pour le massacre d'Oradour-sur-Glane, qui est quand même un symbole incroyable des massacres qui ont eu lieu en France, dans une région qui, une fois de plus, rappelons-le, à Oradour-sur-Glane, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de résistants, il n'y avait pas de maquis. Ça a été juste une sorte de massacre, comme ils ont fait sur le front de l'Est. Et d'ailleurs, c'est quasiment les mêmes qui ont fait ce massacre. Ils ont traité finalement la France comme ils avaient fait dans les pays slaves, en massacrant toute la population. Nous, on a un Oradour-sur-Glane, les Russes, ils en ont 100. Il faut faire la mesure des trucs. Hein. Nous, on a 120 000 morts. Les Russes, ils ont 20 millions de morts, quoi. Hein. Donc, ça ne se compare pas. Et donc j'ai eu envie de rappeler tout ça, ça m'intéressait, quoi. Alors comme l'heure tourne, j'ai encore quelques questions, mais peut-être laisser la parole au public. Si jamais certains ou certaines d'entre vous ont des... Je vais passer le micro parce que comme c'est enregistré, on vous entendra. Merci. Bon, alors j'ai pas encore eu le temps de lire le livre, mais je comprends tout à fait votre démarche. Il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé, peut-être que vous en parlez dans le livre, c'est le vocabulaire, le langage. Oui. Je pense sans arrêt à la phrase de Goebbels qui disait je cite à peu près, notre but n'est pas de convaincre nos adversaires, mais de réduire leur vocabulaire pour qu'ils n'y puissent plus exprimer que nos idées. Et cette phrase, elle résonne beaucoup avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias. Et je voulais savoir si vous étiez aussi posé cette question du langage de l'époque, en quoi il favorise le fait de devenir fasciste malgré soi. Oui, enfin, je me le suis posé, mais enfin, je ne l'ai pas abordé parce que d'abord, c'est Victor Klemperer. Donc c'est la LTI, la Lingua Tertia Imperii, la langue du Troisième Reich. Et Klemperer a fait ça extrêmement bien. Il y a un mot qui peut résumer tout, c'est terroriste.
C'est quoi terroriste? Voilà. Il n'a jamais été autant utilisé que pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça définissait, dans la bouche des Allemands, les maquis, les résistants, dans tous les pays dans lesquels il y en avait. Donc c'est un mot très compliqué à utiliser. Si c'est l'exercice de la terreur sur une population, il y a plein de pays qui pratiquent le terrorisme et qui l'ont pratiqué, qui sont des démocraties et qui l'ont fait. Je veux dire, les Américains au Vietnam ont pratiqué le terrorisme. Le FLN en Algérie a pratiqué le terrorisme. L'OS a aussi pratiqué le terrorisme. Donc le mot est extrêmement ambigu. J'ai utilisé une fois pour dire que c'était un mot très pratique parce qu'il couvrait un champ sémantique qui ne permet pas de penser. Voilà. Mais j'ai juste dit ça. En revanche, oui, vous avez raison, la question d'utiliser les bons mots pour définir les bonnes choses me paraît intéressant. J'ai été invité à la Grande Librairie il y a un mois, je sais pas, à peu près, et j'avais droit à la petite capsule de fin. La petite capsule de fin qui donne à un auteur la possibilité de parler pendant 2 minutes face caméra. Ce qui, pour moi, est une gageure parce que je vois que dalle. Donc, le prompteur est un peu loin, mais bon, avec des lunettes, j'y arrive. Et je me suis attaché à parler justement de ça, du sens des mots, et du fait que si on nous privait du sens des mots, on ne pouvait pas comprendre. Mais le sens des mots, nous en sommes régulièrement privés. Et donc, dans la petite capsule de 2 minutes, j'ai rappelé qu'un plan social n'est pas un plan social. Enfin, pour prendre ce simple exemple, on est pris, si on accepte le terme de plan social pour licenciement, on est mal barré, quoi. C'est-à-dire, on est de fait par le vocabulaire du management, le vocabulaire en vigueur qui nous est imposé et qui n'est pas remis en cause, à un sans domicile fixe. Il n'a pas de domicile du tout. Il n'est pas un sans domicile fixe. C'est absurde. Il y a une sorte d'atténuation, d'euphémisation généralisée et même parfois de déformation du sens qui fait qu'on ne peut plus penser. Moi, je suis senior, comme on dit, depuis maintenant 7 ans. Mais senior, ça m'agace. Mais je comprends qu'il ne m'ait pas filé une carte vieux. Hein. Bon, mais il ne faut pas se foutre de ma gueule non plus, quoi. Je sais très bien que je ne suis pas senior, je suis vieux. Voilà. Donc, il y a toute une série de choses qui sont dans l'euphémisation généralisée du monde qui, moi, m'agacent. Et j'aimerais qu'on revienne à des choses qui sont justement permises par la littérature, qui est de ne pas utiliser les mots senior, de ne pas utiliser les mots plan social, mais de parler du monde tel qu'il est, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai, le vocabulaire qu'on nous balance dans les médias est un vocabulaire piégé, littéralement piégé, dans lequel on a du mal à se situer. Et je concluais en disant que je ne supportais pas qu'on confonde l'antisémitisme et l'antisionisme, moi qui viens d'un parti politique, où j'étais entouré de juifs, avec la célèbre blague qui était qu'on ne parlait pas yiddish au bureau politique de la Ligue communiste parce qu'il y avait Ben Saïd qui était séfarade. Voilà. Et tous étaient de parfaits juifs et antisionistes. Krivine était le fils d'Ukrainiens qui avait quitté l'Ukraine à cause des pogroms. Donc il ne fallait pas lui parler de l'instrumentalisation de la Shoah par d'aucuns, quoi. Donc cette question, elle est importante parce que si on confond tous les mots, on ne peut plus lutter, on ne peut plus penser, on ne peut plus non plus faire la paix, parce que faire la paix, ça exige aussi d'avoir des désaccords précis sur des points précis et de pouvoir les mettre en forme. On ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Avoir des ennemis, ça veut dire aussi avoir des ennemis en termes de vocabulaire. Et c'est bien qu'on puisse justement parler du sens des mots avant de commencer à négocier. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Je pense aujourd'hui, un des principaux enjeux, c'est de redonner du sens à tous les mots qu'on utilise pour pouvoir justement avancer. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question à poser Au sujet des mots, j'ai porté ça. Parlez-nous de ça. De la fidélité au groupe. Ah bah oui, vous voulez que j'en parle ? Ah ben oui. Oui. Ma camarade Françoise Tressard a décidé de prendre sa retraite. En prenant sa retraite, elle a tout fait pour que, vous voulez que je vous le dise vraiment, elle a tout fait pour que Les Papous dans la tête, qui était une émission qu'on aimait beaucoup, n'ait pas de successeur. Donc on n'a pas pu remplacer Françoise parce qu'elle a décidé en juillet qu'elle partait, alors qu'on avait 10 dates en public, je ne sais plus quand c'était en 2019, je pense. Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus d'émissions comme Les Papous, et c'est très dommage. Voilà. Et puis on ne va pas être aidé par la coupe des budgets, parce que ce n'était pas une émission qui était pas chère à faire. C'est pas qu'on coûtait cher nous, hein, mais on était nombreux en plateau, et donc c'est pas des talk-shows comme on fait sur France Culture.
ce que fait France Culture avec les talk-shows, c'est très bien. Parce que justement, ils invitent des experts, etc., etc. Mais ça, c'est une émission de création. Oui, excusez-moi, c'est Les Papous dans la tête. C'est une émission de France Culture qui a été culte et à laquelle j'ai collaboré pendant 30 ans. Et quand elle a disparu, on n'a pas pu la reprendre, on n'a pas pu la refaire, parce que moi, je ne suis pas animateur de radio, parce qu'en plus, je ne voulais pas le faire. Et donc, voilà. Il y a eu un petit credo à un moment donné où, une fois de plus, j'avais le Goncourt, et où j'aurais peut-être pu beaucoup peser pour que ça soit repris. Mais c'était compliqué parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour l'animer. Et on n'avait personne pour l'animer. Parce que l'air de rien, une émission comme ça, c'est une animation. Mais bon, voilà, j'ai fini avec ça. En plus, on était venus très souvent au marathon des mots. On était invités une fois tous les 2 ans au marathon. On faisait en public nos sottises. On aimait bien ça, je vous assure. Moi, j'adore les conneries, donc j'étais content d'en faire en public en plus. Alors, s'il n'y a plus de questions du public, je vais terminer par une ultime question, parce qu'on n'en a pas du tout parlé du style de l'écriture de votre roman. Et je vais vous citer une citation que j'ai trouvée assez clivante, j'imagine. Le meilleur style doit se faire oublier. Vous dites ça, page 14. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que vous voulez dire par là ? Non, j'ai commencé à un moment donné à faire un retour à la ligne. Et je me suis posé une question sur ce que c'est que la nature d'un retour à la ligne en littérature. Voilà, j'avais un livre en tête où il y a beaucoup trop, à mon avis, de retour à la ligne. Et je pense que lorsqu'on écrit un livre sur un sujet comme André Schex, il y a une forme de lyrisme dont il est bon de se tenir un peu à l'écart. Voilà. Je n'ai rien contre le lyrisme, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'aime bien pouvoir rester dans la justesse d'une langue qui est un peu plate, même si parfois je ne suis pas un apologue de la langue plate, mais je ne suis pas non plus un fou des envolées. Voilà. Et je trouvais que c'était de bon goût d'éviter d'avoir des envolées. Voilà. Et j'espère que j'en ai pas trop. Donc, cette idée d'avoir un style qui soit à la fois personnel, mais qui passe à côté de l'artifice, disons, ça me paraissait important, même si je ne m'interdis pas de mettre des bouts de chansons, par exemple de Calvino. La petite poésie de Calvino que je mets, moi je la trouve bouleversante. Donc dès que je peux néanmoins introduire des éléments qui, eux, relèvent de la poésie, du lyrisme, je le fais, mais je préfère prendre des textes qui ne sont pas les miens. Je trouve qu'en plus c'est possible. Et donc ramener Calvino, qui est un résistant, qui avait 21 ans quand André Schex en avait 20, qui lui est de l'autre côté des Alpes, qui a encore rien écrit bien sûr, mais de comparer ces deux vies parallèles en disant, vous voyez, rien n'est écrit. Parce que si Calvino avait été tué, comme a été tué André Schex, il n'y aurait pas le Baron Perché, il n'y aurait pas Marco Valdo, il n'y aurait pas Si par une nuit d'hiver, il n'y aurait rien, quoi. Donc il y a toujours une sorte de continuité des destins improbables et non maîtrisés par la vie qui fait que ça m'intéressait de mettre ce petit bout de Calvino. Donc la question du style, oui, c'est une question qui... Je pense que le meilleur style doit se faire oublier. Il y a une phrase que j'ai mise une fois dans un autre livre et qui est une phrase de Rémy de Gourmont que je pourrais punaiser sur mon... Si je fais ça sur mon clavier, il ne marchera plus, mais... la phrase, c'est « Écrire bien, c'est écrire mal ». En fait, c'est génial. C'est-à-dire que dès qu'on commence à vouloir bien écrire, on prend des risques énormes avec, en fait, la sincérité, avec même la littérature tout court. La belle écriture, c'est une écriture qui passe à côté de l'essentiel. Enfin, voilà. J'ai piqué une double phrase à Rebattet. Ça se voit pas, j'étais étonné, personne ne me l'a fait remarquer. J'aime bien Rebattet. J'aime bien Céline aussi, c'est compliqué ma vie. Et les deux phrases de Rebattet que j'ai volées, Rebattet et donc Lucien Rebattet, parfait salaud, antisémite, jamais condamné après la guerre, peut-être un peu d'indignité nationale, mais je suis même pas sûr. Et en tout cas, pas de prison. Et peut-être qu'il a fait 2 mois de prison. Enfin, 2 mois de prison pour avoir fait des appels au meurtre pendant 4 ans, voire un peu plus. Donc les 2 phrases que j'ai piquées à Rebattet, elles sont pas mal d'ailleurs. Je les ai piquées au début des 2 étendards. Les 2 étendards, c'est une sorte d'anti-Jules Gym. C'est pour ça que je l'ai prise. Et si vous avez lu Jules Gym, les 2 étendards, c'est l'absolu contraire. C'est au lieu d'être un homme qui hésite entre 2 femmes, c'est un homme qui hésite entre une femme et la prêtrise. Les auteurs de jadis commençaient sereinement leurs histoires à la naissance du héros. Ce procédé en vaut beaucoup d'autres, aujourd'hui de grand usage. Voilà. Ça, c'est de Rebattet. Puis après, j'ai continué moi tout seul. Voilà. Puis
tant pis. Pourtant, c'est par sa mort que l'on commencera, puisque c'est elle qui donne naissance à ce livre. Et ce que j'aimais bien, c'était le côté de commencer par une phrase à l'ancienne. C'est quand même très à l'ancienne, hein. Aujourd'hui de grand usage, les auteurs de jadis. J'avais décidé de reprendre ça parce que c'était une intrusion stylistique qui était en même temps un incipit après le prologue, et je trouvais ça très amusant de piquer à Rebattet. Voilà. J'avais pas de bon début de Céline. Les débuts de Céline sont trop connus, ça a commencé comme ça, etc. Alors que Rebattet, tranquille, même Pascal qui a fait un bouquin sur Rebattet, il m'a fait « Ah ouais ?» Voilà. Ouais, parce qu'alors, bon, on peut pas connaître son Rebattet par cœur, hein. Heureusement, ça ferait peur. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Merci à vous toutes et tous. Le récit d'Hervé Letellier, Le nom sur le mur, est édité chez Gallimard. Hervé Letellier a aussi fait paraître chez Gallimard L'Anomalie, prix Goncourt en 2020, mais aussi Toutes les familles heureuses, Assez parlé d'amour chez Jean-Claude Lattès, Esthétique de l'Oulipo au Castor Astral ou encore Contes liquides aux éditions de l'Attente, Grand Prix de l'humour noir en 2013. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mardi 28 mai 2024 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.